Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content et très ému d'être ici et d'avoir cette introduction en plus très élogieuse. Et comme on se le disait avec Mathias, on était là en 1987, 1986, la dernière fois que je suis venu ici. Alors j'ai préparé vraiment avec assiduité ma contribution, mais ce n'est qu'hier soir que j'ai lu le mémo à l'usage de l'orateur qui termine par « ne lisez pas ». Alors je vais malgré tout lire ce que j'ai écrit, mais je vais vous promettre de lire de la manière la plus orale ou la plus vivante possible. Voilà, donc je respecterai l'horaire. Voilà. Donc lorsque Muriel et René m'ont sympathiquement invité à contribuer à ce nouvel opus des colloques Gypsy, j'ai rapidement, voire immédiatement, entendu leur titre, ce titre question très stimulant, « Des raisons d'espérer », en fusionnant les deux premiers mots en un seul, « des raisons d'espérer », dans le sens de « ne serait-il pas déraisonnable que d'espérer » une déraison que d'espérer. Alors je m'explique et pour cela, revenons au titre véritable. Des raisons en deux mots évidemment, d'espérer, un titre qui introduit la notion de causalité. Nous allons chercher des causes à la possibilité de nourrir l'espoir que le monde aille mieux. Réfléchir à la causalité de l'espoir revient donc nécessairement à convier la rationalité à notre exercice. Chercher des raisons d'espérer est donc une invitation de la raison, au singulier cette fois, au pays de l'espoir. Une juxtaposition de la raison et de l'espoir. Et soyons francs, au commencement, tout semblait aller de soi. Nous vivons effectivement une période pleine de catastrophes collectives, sous de multiples dimensions. Et le ressort de l'espoir apparaît salutaire, évidemment, pour nous aider à la traverser au mieux, cette période. L'espoir fait vivre, certes, mais le projet de contraindre cet espoir, parce que la raison est en droit de pouvoir attendre sans pensée magique, semble effectivement la meilleure des idées. Identifier les raisons, de pouvoir s'adonner à espérer, motiver notre espoir par la raison et mettre la raison au service de notre capacité projective, qu'est l'espoir. Tout cela pour se tourner vers des jours meilleurs. Et si l'on saupoudre le tout d'une petite pincée de pensée performative, qu'en dire c'est faire, une pensée performative aux effets placebo en plus, alors le tour semblant pas d'être joué, nous pouvons trouver des raisons d'espérer. Des raisons d'espérer, ou donc les noces de l'espoir et de la raison, les noces de l'espoir envisagées comme une modalité de la croyance, vouloir croire, pouvoir aller mieux, et des lumières rationnelles. Une sorte de symbiose entre la raison et l'espoir qui vaudrait bien celle que j'avais découverte à l'école primaire entre l'anémone et le Bernard l'Ermite. Mais voilà que ce joyeux mécanisme commence à se mettre à grincer. L'idée de se mettre, chacun d'entre nous, en vadrouille, avec la motivation de dénicher des raisons d'espérer, me semble poser problème, ou plus précisément, me semble poser deux problèmes principaux. Premièrement, la puissance de l'espoir, tout comme celle de la grâce ou de la croyance en général, est-elle vraiment réductible à l'exercice de la raison? La faculté d'espérer ne commence-t-elle pas précisément là où la raison ne voit guère de lumière à l'horizon? L'espoir véritable, pour le dire autrement, n'est-il pas une nécessaire déraison? Car en réalité, contraindre l'espoir par la raison ne revient-il pas à le vider de sa substance? Décider de délimiter le périmètre de l'espoir par celui de la raison consiste en effet à transformer minimalement notre définition de l'espoir, passer d'un espoir que certains qualifieront de fou à un espoir conçu sur le mode du concept d'espérance mathématique, une moyenne pondérée des issues possibles d'une situation donnée en fonction de la probabilité de chacune d'entre ces possibles issues. Chercher des raisons d'espérer nous conduit ainsi sur la pente glissante d'une sorte d'affadissement considérable de l'espoir du fait de sa mutation en espérance mathématique. Espérer que le monde aille mieux en somme, comme on calcule la probabilité d'un coup de dé. Le projet de se trouver des raisons d'espérer sonne ici un peu comme les désolantes contorsions de celles ou ceux qui cherchent à fonder une croyance, religieuse ou politique par exemple, sur quelque chose qui lui est extérieur et qui ne relèverait que de l'évidence, scientifique si possible et indiscutable, sans réaliser que la croyance n'a de place que là où la certitude est absente. De la même manière, notre faculté d'espérer, sa puissance et son panache ne sont-ils pas convoqués lorsque précisément la raison ne fournit aucune évidence à espérer? Salto arrière de la posture du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir, comme chacun sait, chercher des raisons d'espérer reviendrait ici à ne pas espérer du tout en étant persuadé d'être en train d'espérer. Quant au second problème, il concerne cette fois non plus l'espoir, mais la raison cette fois, qui court le risque d'être frelatée. L'exercice pur de la raison ne devrait guère se préoccuper de chercher à orienter le cours des choses dans une direction plutôt qu'une autre, vers ce que nous sommes conduits à espérer plutôt qu'ailleurs. Raisonner n'est pas espérer, ni d'ailleurs désespérer non plus. Raisonner se suffit en soi. Par voie de conséquence,
courir le risque de chercher des raisons d'espérer nous conduit sur une seconde pente glissante, celle qui instrumentaliserait la raison en vue de soutenir un projet décidé en amont de tout examen rationnel, le projet d'espérer. Croire raisonner là où nous nous efforçons de rationaliser nos aspirations à toute force. Croire raisonner là où nous serions en proie à 1001 biais cognitifs visant à nous donner des raisons de croire pouvoir aller mieux. Par exemple, fermer les yeux sur toutes les raisons de désespérer, qui sont souvent malheureusement nombreuses, et pondérer abusivement et arbitrairement, donc irrationnellement, d'autres raisons qui caressent, elles, notre désir d'espérer dans le sens du poil. Et tout cela, évidemment, à l'insu de notre plein gré. Exercice de mauvaise foi, entre guillemets, au sens propre du terme, variation autour de la fameuse devise pascalienne, le cœur a ses raisons que la raison ignore, l'espoir a ses raisons que la raison ignore. Vous comprenez sans doute mieux désormais les raisons de ma perception en un mot de l'expression « des raisons » en deux mots. N'est-il pas déraisonnable de se chercher des raisons pour espérer? Doublement déraisonnable. Déraisonnable pour l'espoir, qui court un risque d'affadissement, et déraisonnable pour la raison, qui court le risque d'être instrumentalisée par nos envies. N'est-ce pas nécessairement des raisons que d'espérer? J'aimerais toutefois repartir d'ici en bons termes avec mes sympathiques hôtes, dont je viens pourtant de souligner tout ce que leur titre m'inspire comme réserve. Mais cela tombe bien, je n'ai pas besoin de chercher bien loin des raisons pour espérer rester en bons termes avec eux, car cela va en réalité de soi. Fort de nos réserves, il reste non seulement possible de chercher des raisons d'espérer, mais je pense en fait que ce chemin est le seul qui soit à notre portée, à condition toutefois de rester lucide des réserves que nous venons d'énoncer. Pourquoi ? Parce que notre condition humaine ne parvient jamais vraiment à dissocier l'espoir ou la croyance de la raison. Le neurologue Antonio Damasio est l'un de ceux qui ont su mettre en évidence cette intrication souvent forte en nous de la raison et des émotions. Intrication de la raison et des sentiments dont nous avons conscience, qui sont le lit de notre capacité à espérer. Lisez ou relisez l'erreur de Descartes de Damasio. Chez certains patients neurologiques, il est ainsi possible de découvrir des situations troublantes, dans lesquelles l'analyse rationnelle d'une situation est correctement produite par le malade, mais ne le conduit pourtant pas à la décision et à l'action motivée par cette analyse rationnelle réussie. Autrement dit, ces patients prennent des mauvaises décisions tout en ayant conscience des raisons qui devraient les conduire à prendre la bonne décision. Et quelle est la raison de leur déraison ? Une perturbation de l'investissement émotionnel de cette expérience vécue. Les marqueurs corporels, on parle de marqueurs somatiques, les marqueurs corporels de cette intégration émotionnelle sont mis en échec chez ces patients du fait de lésions cérébrales spécifiques. Il m'est arrivé de suivre et d'explorer une telle patiente qui continue à me consulter. Et ces situations neurologiques en réalité hors normes constituent une sorte de démonstration par l'absurde du fait que lorsque nous sommes en bon état, en bonne santé neurologique, nous abordons de nombreuses situations de notre existence, à la fois sur un mode rationnel et sur un mode émotionnel. Et cette intrication sous-tend nombre de nos comportements et de nos actions sur le monde. Je me répète donc, notre condition humaine ne parvient jamais vraiment à dissocier totalement l'espoir ou la croyance de la raison. Nous devons faire avec cet état intriqué. Nous sommes des créatures croyantes, et je ne parle pas ici uniquement de nos croyances complexes ou abstraites, politiques ou religieuses par exemple, mais chacun de nos moments vécus consciemment convoque la croyance. Par exemple, je pense en toute sincérité, et je crois tout à fait, être là ici aujourd'hui avec vous, et sans doute vous devant moi pensez-vous et croyez-vous de même. Et si j'étais un prestigitateur de génie, ce que je ne suis pas, et que je parvenais à disparaître aussitôt dans une volute de fumée, sans doute vous diriez-vous quelque chose comme « c'est incroyable », ce qui vous permettrait de prendre conscience du fait que vous aussi croyez que j'étais bien là. Non seulement vous me perceviez ici, mais vous accordiez un crédit puissant à cette perception. Non seulement nous percevons et nous pensons le monde dont nous faisons partie, mais nous créditons ces perceptions et ces pensées d'un certain degré de croyance, irrépressiblement. Depuis le Nouvel Inconscient, qui était paru en 2006, j'ai forgé le cycle de FIC, FIC, pour désigner ces hôtes de notre espace mental conscient, nos fictions, interprétations, croyances, FIC. Nous sommes capables de réviser, corriger, mettre à jour comme un manuscrit certaines de ces FIC, avec plus ou moins de facilité, mais une chose ne change pas, tant que nous sommes conscients, et donc capables de nous rapporter des contenus mentaux à la première personne, notre condition est une étoffe composée de raisons et de croyances, et d'espoir donc, ou de désespoir, ce qui revient au même. Nous rationalisons nos conduites, nos choix et nos aspirations, nos croyances et nos espoirs, donc nous invitons la raison au cœur de notre espoir irrépressiblement. C'est ça le cœur du message. Et croire espérer
sans se chercher des raisons d'espérer, devient donc illusoire. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que nous sommes, il faudra s'y faire. Fort de ce que nous pourrions qualifier avec Freud de nouvelles blessures narcissiques, après la révolution copernicienne, puis la révolution darwinienne, il nous reste alors, et d'après moi c'est le point crucial de ce titre, il nous reste alors la possibilité d'opérer un choix entre les raisons que nous allons nous choisir pour alimenter le feu de notre espoir. Et c'est ici précisément, dans ce lieu fragile et étroit, que nous pouvons tenter d'opérer ce choix de la manière la moins irrationnelle possible, de la manière la moins égoïste, de la manière la plus généreuse, la plus juste, la plus intelligente aussi, de la manière la plus humaine. Choisissons-nous le plus rationnellement possible les raisons que nous avancerons irrépressiblement de toute manière pour continuer d'espérer. Et cette quête, lucide de ses propres limites, pourrait peut-être faire coexister raison et espoir, faire coexister la raison sans la frelater et l'espoir sans la fadir. Et je pense qu'il y a des raisons d'espérer que ce projet est possible, des raisons, cette fois-ci en 2 mots, d'espérer. Et j'aimerais simplement terminer, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'aimerais terminer cette intervention par une dernière idée qui m'est chère, qui tient plutôt à la notion d'espoir en général, c'est-à-dire que lorsqu'on convoque l'espoir, qui plus est collectivement aujourd'hui, je pense très souvent au contraste, par exemple, entre les célébrations festives de la victoire de 1945 et le désespoir silencieux de celles et ceux qui avaient été meurtris dans ce conflit. Et pour moi, l'espoir se mesure toujours à hauteur d'individus, et pas à hauteur d'un collectif, voire de ce collectif des collectifs que l'on peut désigner sous le terme d'humanité. Autrement dit, espoir rime toujours pour moi avec une forme de désespoir. Espérer que le monde aille mieux est un magnifique projet, évidemment, mais il ne doit pas négliger tout le désespoir, tous les désespoirs individuels qui l'auront précédé ou qui l'accompagneront avant son avènement. Clin d'œil au rite du verre brisé lors de la joie d'un mariage juif, une brisure qui n'est pas là pour annuler la joie ou l'espoir porté par cette union, mais pour rappeler la possibilité de célébrer joie et espoir, sans oublier celles et ceux qui ne peuvent les célébrer. De même, aujourd'hui, cherchons avec le plus de raisons possibles les raisons d'espérer à l'échelle de l'humanité, mais sans oublier, sous tous les cieux, chacun des enfants, chacune des femmes, chacun des hommes qui ne pourront vivre ces temps meilleurs. Je vous remercie et je suis désolé vous avoir infligé une lecture. Voilà, je m'arrête là. Merci. Je pense qu'on va peut-être passer à l'échange avec la salle maintenant pour les 2 sujets qui ne sont pas tout à fait sur la même façon de s'exprimer. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions autour de raison et espoir? Est-ce que sur le plan strictement neurologique, tu as vu dans tes études et tes recherches où tu as essayé de localiser un certain nombre de lieux de la pensée, est-ce que tu penses qu'il y a une apparition palpable de cette différence entre raison et espoir? Est-ce que l'immédiateté de la raison, qui voudrait la réalisation rapide, et peut-être le projet de l'espoir dans le futur, tu as une différence, y compris sur le plan fonctionnement neurologique? Alors merci René. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut ensuite commencer à tisser. Vous savez qu'en neurologie, en neurosciences, le concept clé, c'est le concept de dissociation. C'est-à-dire que notre vie mentale, lorsque tout va bien, tout nous apparaît de manière unifiée. Mais en réalité, le fonctionnement de notre esprit est un fonctionnement qui relève plutôt d'une mosaïque, d'une sorte de mécano, et qui, quand tout va bien, justement, on ne voit pas cet aspect discret au sens mathématique, pas continu, pas unifié. Et donc là aussi, il y a plein de situations dans lesquelles on peut voir les facettes du rationnel et de l'espoir, si on veut l'appeler comme ça, qui sont intriquées en nous. Je prendrai un exemple, par exemple. Je mentionnais au tout début l'aspect performatif, un peu à la Austin, quand dire c'est faire, mais, et l'effet placebo. En médecine, quand nous étions là, il y a quelques temps, en fait, quand on parlait de l'effet placebo, on en parlait plutôt comme un problème, d'arriver à pouvoir faire mieux que l'effet placebo en médecine pour une drogue qui se vend, qui va avoir un prix, etc., ce qui est sûr. Mais avant tout, l'effet placebo en lui-même est fascinant. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense aller mieux, d'une certaine manière, dans certaines situations, évidemment, cette croyance fondée, subjective, va pouvoir entraîner des conséquences objectives que l'on peut évaluer, ce qui est assez fascinant. Et une des dimensions et pour moi l'espoir est très lié à ça, c'est pour ça que j'insistais sur cette idée que, évidemment qu'on peut, et que c'était mon message, de dire qu'on doit pouvoir alimenter, orienter
le choix de nos raisons d'espérer vers les raisons sans doute les plus rationnelles, mais de toute manière, nous allons espérer et nous allons nous trouver des causes et des raisons d'espérer. Et en réalité, cette capacité projective très forte, elle-même, elle ne tombe pas du ciel. Et donc, on a en médecine des situations neurologiques dans lesquelles l'effet placebo se perd. Par exemple, pour donner un exemple, dans les phases avancées de certaines maladies dégénératives, en réalité, les patients semblent présenter beaucoup moins d'effets placebo. Un peu comme si la capacité, la possibilité pour avoir un effet placebo, donc de pouvoir un peu par la force de votre esprit engendrer des conséquences objectives palpables d'aller mieux, eh bien, c'est quelque chose qui demande à avoir ce système mental et cérébral qu'on appelle un système de projection, c'est-à-dire pouvoir échapper à l'ici et maintenant. Là, je suis ici, vous aussi, on est enfermé dans une prison spatio-temporelle tout le temps, mais on pourrait dire que l'aspect le plus intéressant de l'esprit humain, c'est qu'on peut essayer de sortir de cette prison. Si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, vous pouvez penser à votre week-end, vous pouvez penser, imaginer vous promener ailleurs, dans un autre endroit, etc. Cette capacité à échapper, eh bien, cette capacité projective, pour moi, elle est au cœur de la fonction d'espoir. Et donc, on a effectivement des situations dans lesquelles des personnes sont plus capables de se projeter en dehors de l'ici et maintenant. Et dans les maladies dégénératives dont je parlais, par exemple la maladie d'Alzheimer qui est la plus connue, mais ce n'est pas la seule, ce qui semble le cas, ce n'est pas tant que les patients ont un problème de mémoire du passé, parce que quand vous les testez vers la mémoire du futur, ce qu'on appelle la mémoire du futur, ce n'est pas de la parapsychologie, mais c'est être capable de se projeter à un autre moment que le moment immédiat, eh bien c'est le même système cérébral qui est mobilisé, donc on a un système projectif. Et ce système projectif, il nous permet un petit peu de gagner en liberté. Et espérer, pour moi, met à contribution cet aspect-là. Peut-être ma réponse est un peu trop longue, mais donc, l'autre aspect aussi, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, c'est qu'il faut être lucide du fait de cette intrication irrépressible, il faut opérer avec lucidité sur l'examen, on pourrait dire, de la rationalisation de notre espoir. Sur quoi on va vouloir fonder notre espoir en essayant de voir ce qui va dans le sens qui va caresser nos fonctions performatives et ce qui, au contraire, ne pas voir ce qui ne va pas y aller. Voilà, donc je suis pour une version 2.0 des raisons d'espérer. C'est-à-dire, il faut, évidemment, on n'a pas le choix, il faut se trouver des raisons d'espérer, mais sans doute en étant lucide de ces limites qui sont inhérentes à notre fonctionnement. Justement, pour poursuivre ce que tu dis, Lionel, comment tu réagis à l'association espoir et irrationalité ? Oui. Parce que, je veux dire, là, tu as parlé du lien entre rationalité, et espoir et sensibilité. Ouais. Mais justement, que se passe-t-il quand tu as un espoir totalement irrationnel ? D'une certaine manière, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans cette mosaïque, ce mécano, j'aurais tendance à penser que les mécanismes premiers de l'espoir sont fondamentalement pas rationnels, justement. C'est-à-dire que la puissance d'espérer, et sinon on arrive dans quelque chose qui est un truc un peu frelaté, faire passer une sorte de calcul pour de l'espoir. La puissance d'espérer, pour moi, fondamentalement, elle n'est pas rationnelle. Mais comme on n'a pas le choix, c'est-à-dire que dans cette idée de fiction, interprétation, croyance, on pourrait en parler des heures, mais le truc fascinant, c'est que dès que vous vivez quelque chose, vous créez des significations, donc des interprétations, presque un principe d'explication par la cause finale. On vous donne le truc et vous créez les explications qui vous permettent de comprendre ce truc, mais ce truc, c'est aussi vous. Quand vous devez commenter vos propres comportements, c'est ce qui se passe aussi. Donc, c'est intriqué. L'espoir n'est pas rationnel, mais vous allez vous trouver des raisons de ce moteur, et c'est pour ça que je pense qu'une façon de faire, non pas de sortir de notre condition, mais de le faire avec un tout petit peu plus de liberté, c'est de dire, je sais que je vais me trouver des raisons d'espérer dans tous les cas, et je sais que mon espoir, il est primitivement pas fondé sur la raison, mais je vais essayer, dans cette construction-là, d'orienter ma sélection des raisons que je vais avancer vers celles qui me paraîtront les plus rationnelles. Voilà. C'est ça que j'aimerais dire. Et ce qu'il y a, quand on se frotte à l'exercice scientifique, peut-être la forme la plus aboutie, c'est pas du tout ma discipline, pour moi c'est plutôt les mathématiques, mais ce qui est fascinant, ce qui est poétique ici, c'est cette confrontation avec le fait qu'on ait des créatures qui sont irrépressiblement subjectives, mais on peut avoir cette tension vers la formulation d'un discours ou d'une idée ou d'un principe qui va à un moment donné pouvoir s'affranchir de notre statut subjectif. Mais vous prenez l'histoire des maths, on voit toujours les croyances des chercheurs, des grands penseurs, les nombres imaginaires, les nombres irrationnels. Ce qui anime le fondement d'un être qui crée quelque chose, ça va être cette intrication d'espoir et de raison. Ce qui ne vous empêche pas à un moment donné de cracher quelque chose qui va être de la raison. Mais le chemin que vous allez emprunter ne sera jamais un chemin qui sera purement rationnel. Ça n'existe pas, en tout cas pas chez l'être humain. Je ne crois pas. Pas que j'en ai rencontré. Des commentaires ? Il y a une question, je crois, là.
Bonjour Lionel, je suis hypnothérapeute. Bonjour. Et les personnes que j'accompagne ont cet espoir d'un changement quand ils viennent me voir. Et comment est-ce que vous pourriez expliquer au niveau scientifique l'hypnose au niveau du cerveau? Est-ce que vous avez des explications Alors heureusement que grâce à René, on a commencé une demi-heure plus tôt. Oui. Mais je vais faire une réponse courte. Non, l'hypnose justement, c'est... alors moi, je ne suis pas hypnothérapeute, mais c'est évidemment un état qui nous intéresse. Quand on travaille sur la conscience, sur les fictions mentales, comme je le fais, ben évidemment, c'est une des configurations intéressantes. Et je peux vous répondre par un exemple très précis qu'on a publié il y a 2 ans avec un de mes collègues, Esteban Munoz Moussat, pendant sa thèse, et avec Jean-Marc Benayem, qui est un médecin qui fait de l'hypnose, et qui a un DU d'hypnose. Donc on l'avait convoqué pour faire une manip. Donc je le fais en très vite. On avait convoqué, en très très vite, en raccourci. Donc une jeune femme qui s'avère être médecin. Elle était étudiante du DU de Jean-Marc Benayem. Comme nous, on travaillait sur les signatures cérébrales de la prise de conscience de stimuli auditifs et qu'on avait décrit plusieurs choses, je demandais à Jean-Marc, est-ce que tu penses que tu peux induire par l'hypnose une surdité hypnotique? Mettre quelqu'un dans un état où la personne subjectivement devient sourde au monde. Il m'a dit, normalement, c'est possible. Donc, on a convoqué cette personne dans un comité d'éthique, etc. Et puis, en fait, on lui a posé des électrodes sur la tête. C'est le test qu'on avait publié il y a longtemps, qui est utilisé beaucoup pour ça. On lui fait écouter des séries de sons. Et pour aller très vite, quand on enregistre l'activité cérébrale, le film cérébral de la perception, il y a un premier temps cérébral vers 1/10 de seconde où les régions auditives traitent les sons. Il y a un deuxième temps qui est un peu plus tard, qui est un traitement inconscient, notamment de réaction à la nouveauté d'un son. Et puis, il y a un troisième temps qui est beaucoup plus tardif, alors à notre échelle, 3/10 de seconde, c'est la prise de conscience subjective du son. J'ai entendu un son. Et donc, cette personne, on l'enregistre au début avec notre test, elle présente les 3 temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, sur les signatures cérébrales, et elle nous dit qu'elle prend conscience des sons, donc jusque-là, tout va bien. Jean-Marc Benayem commence à faire son travail d'induction hypnotique, et on avait mis un code pour ne pas parler, et on lui faisait écouter parfois des sons à cette volontaire saine pour pouvoir nous dire par des gestes sans parler si elle était devenue sourde. Ça dure à peu près 40 minutes, 45 minutes d'induction, ce qui au début ne marche pas. Et puis à un moment donné, elle nous fait savoir qu'elle a l'impression d'être sourde. Et donc on lui refait le test initial. Et là, la surprise qu'on voit, c'est la suivante, c'est que le premier temps de la perception, qui est un temps non conscient, qui est cortical mais non conscient, est absolument inchangé. Donc elle a un traitement inconscient. Le deuxième temps est là. Par contre, elle a effectivement réussi à complètement supprimer la signature cérébrale de la prise de conscience. Et avec Esteban, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, entre ces 2 temps, il y a un temps d'une région importante du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, importante pour l'inhibition, qui inhibait en fait l'accès du traitement, disons, non conscient dans les régions auditives vers l'espace mental conscient. Donc elle a réussi à trouver un scénario pour arriver objectivement à devenir sourde. Et quand on a débriefé l'histoire, c'était le plus beau, et on avait testé 2 personnes, l'une des 2 nous a dit, en fait, il s'avère, c'est par le hasard, qu'à cette époque, cette personne avait un enfant assez jeune qu'elle accompagnait à la crèche le matin, et qu'elle-même était médecin, mais médecin des sourds, ça on ne pouvait pas le savoir, donc c'était une histoire dans l'histoire. Donc elle était sensibilité à l'histoire de surdité. Et elle accompagne un jour son enfant, et elle tombe sur un groupe de parents un peu contrariés, un peu en colère, et elle arrive, elle comprend le motif de leur colère, c'est qu'il y a un ouvrier en bleu de travail qui leur tourne le dos et qui est en train de nettoyer un vitrier qui nettoie en fait une vitre d'une porte vitrifiée de l'école. Et en fait, elle comprend que tout le monde a dit bonjour à cet ouvrier et qu'il n'a pas daigné se retourner. Et elle comprend, il doit être sourd en fait. Et donc elle a levé le malentendu, plus de problème, et elle nous a raconté qu'au moment, donc au bout de 40 minutes d'induction, où ce souvenir épisodique revient à son esprit, jusqu'à la fin de l'expérience, elle était en bleu de travail et elle nettoyait la vitre. Donc elle était devenue, en fait, l'ouvrier sourd. Tout ça pour dire quoi? Je prends parce que le diable, il est dans les détails, si on veut parler vraiment des vraies choses. C'est que ces mécanismes-là, eh bien, ils vont par le jeu de ces fictions mentales. C'est-à-dire qu'on peut, par ces fictions mentales, arriver... Alors, là où il faut vraiment être très prudent, tout n'est pas accessible. Tout ne va pas être changé. Donc l'hypnose, c'est une option parmi d'autres, parmi tant d'autres, en fait. Il n'y a rien de magique, d'ailleurs, et c'est un champ de pertinence, mais ce n'est pas du tout illimité. Et c'est là qu'on fait la distinction entre peut-être un usage un peu, justement, irrationnel de l'hypnose. Donc là, ça peut être des situations qui montrent aux gens qu'il y a des ressorts de transformation par ces fictions subjectives, en tout cas de leur réalité mentale, de la réalité une forme de narration, voilà. Donc pardon pour la réponse un peu longue, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de questions de toute façon, donc c'était pas mal de remplir. D'autres questions, commentaires?
ça extrêmement intéressant, mais Merci. est-ce qu'il y aurait des recettes ou est-ce que dans l'histoire de l'humanité, il y avait déjà des choses qui pouvaient booster l'espoir? Je pense aux fêtes, je pense à l'art, à tout ça, quelque chose comme... Parce que l'espoir, il me semble que ça permet de dilater le parachute psychique, si on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des façons d'opérer ou est-ce que... Parce que je pense aux enfants qu'on voit actuellement, j'en ai eu quelques-uns à suivre, et en fait, ils ont une addiction aux écrans, comme s'il y avait juste une autoroute dans le cerveau. Et des fois, en utilisant des petites choses toutes simples, on a pu recommuniquer avec les parents et un peu désamorcer cette espèce d'autoroute. Je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions, comme en cuisine, comme partout, pour essayer de booster cet espoir qui me semble absolument nécessaire à l'humanité. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, pour vous répondre, c'est pas vraiment une réponse parce que là, je sors vraiment de ma zone de compétence ou de confort ou d'expertise. Mais dans l'exercice que j'ai fait aujourd'hui, pendant les 15 minutes, je me suis concentré sur l'échelle de l'individu isolé. De voir vraiment ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est en train de se trouver des raisons d'espérer. Quand j'ai joué le jeu de ce que Muriel et René m'ont dit à moi, en fait, j'ai réfléchi à ça. Mais du coup, j'ai obéré un aspect qui me semble très important, plusieurs aspects, mais évidemment l'aspect interindividuel. C'est-à-dire qu'on n'espère pas les choses seul dans son coin, on les espère non seulement dans une collectivité humaine, inscrite dans une histoire aussi transgénérationnelle. Donc évidemment, ces ressorts qui vont au-delà de la mécanique individuelle, ils sont très importants. Moi, je me suis concentré sur les premiers. Et d'une certaine manière, ce que j'aime aussi beaucoup dans votre remarque, c'est que moi, j'ai insisté aussi à la toute fin de mon intervention, sur cette idée de dire attention, moi j'aime bien, comme tout le monde, l'espoir, ça me semble très important, mais attention, il ne faut pas sacrifier les destins individuels sur l'autel de l'espoir collectif ou une sorte de messianisme social, politique, religieux, c'est les mêmes. Donc en fait, de dire attention, le collectif, pourquoi pas, mais je soulignais les aspects, on pourrait dire, où le collectif efface l'individu. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement aussi des ressorts collectifs, des ressorts intersubjectifs, je dirais, qui sont au contraire des moteurs puissants pour l'individu. Donc ça me permet de rééquilibrer cette position en répondant à votre question. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux, exactement. Voilà. Mais je dis simplement que parfois, lorsqu'il y a cet élan un peu supra-individuel, un peu océanique, souvent le prix à payer, c'est le destin des individus singuliers, des gens voilà, qui sont plus là ou qui, eux, ont fait les frais de quelque chose. Et ce contraste, toujours, moi, je le trouve très violent aussi. C'est pour ça que je me permettais d'insister dessus. Mais grâce à votre question, on rééquilibre un petit peu l'équation. Merci. Merci.